L'euro fête ses 10 ans et pourtant en Espagne, personne ou presque ne se souvient de cet anniversaire. Avec la crise financière, la peseta est revenue en force dans le cœur de beaucoup d'Espagnols qui se remémorent avec nostalgie cette chanson. C'était Joaquín Carbonell qui rendait hommage en 1976 à Doña Peseta, l'ancienne monnaie espagnole. 10 ans plus tard, l'Espagne devenait membre de la communauté européenne et le 1er janvier 2012, elle adoptait l'euro comme monnaie unique. La peseta a disparu de la circulation depuis, mais pas des cœurs des Espagnols. On peut dire que les 10 ans de l'euro, ce sont 10 ans d'amour et de haine. D'ailleurs, Aurora ne serait pas contre l'idée du retour de la blonde, la peseta. Franchement, ça m'est égal si l'euro disparaît. Je comprends que sur le plan financier, ça peut être compliqué, mais ça ne me fait pas peur. Je pense sincèrement que cela ne répond qu'aux intérêts des hommes politiques et des banques. Et pour ce qui est de la population, je pense qu'on s'est bien fait avoir avec l'euro. Alors si on devait revenir à la peseta, pourquoi pas? D'autant que mon pouvoir d'achat s'est nettement réduit avec l'euro. Et ça ne fait qu'empirer. D'après une étude réalisée récemment par l'Institut Real Elcano, 7 Espagnols sur 10 pensent que l'euro a été mauvais pour l'Espagne. Triste anniversaire pour l'euro. Mais qu'en pensent les économistes espagnols? José Félix García, professeur d'économie à l'Université Complutense de Madrid, nous aide à y voir plus clair. Je pense que ça a été très positif pour l'Espagne. La stabilité économique apportée par l'euro a donné lieu à une croissance soutenue pendant longtemps. Si nous revenions à la peseta, nous devrions aussi subir sa forte dévaluation. D'une certaine façon, ça pourrait être bon pour le pays parce que cela entraînerait une hausse importante des exportations. Mais à moyen et long terme, cela pourrait être nuisible car nous serions dans une situation beaucoup plus fragile. Revenir à la monnaie nationale supposerait un terrible échec et les citoyens seraient les plus lésés. En effet, même si les exportations seraient favorisées avec le retour à la peseta, les Espagnols verraient leur monnaie dévaluer et par la même occasion les prix augmenteraient et leur pouvoir d'achat se réduirait. Un scénario catastrophe que redoute José. Cela m'inquiète car ça peut tous nous toucher sur le plan économique. Revenir à la peseta peut nous aider à prendre des décisions qui conduiront à la dévaluation de la monnaie et à l'augmentation des exportations. D'un autre côté, cela entraînera l'explosion de toute l'Europe, ce qui rendra chaque pays de moins en moins compétitif face aux géants planétaires. Face à eux, des petits pays comme l'Espagne ne pourront rien faire. L'euro nous permet justement d'avoir une économie homogène au sein de l'Europe. Pour les Espagnols, entre peseta ou euro, leur cœur balance. En attendant, tous ceux qui ont gardé des pesetas peuvent les échanger à la Banque d'Espagne. L'équivalent de 1,7 milliard d'euros dormirait encore dans les chaumières. Madrid, Marie-Hélène Ballestero, France Info. Demandez à des Anglais ce qu'ils pensent de l'euro et à de rares exceptions près, vous aurez droit à ça. Ce serait un désastre si ça arrivait ici. Regardez ce qui se passe, c'est terrible. Moi, je préfère la livre à 110%. Avoir une organisation commerciale européenne, très bien, mais avoir une seule monnaie, la Grèce en extrême, le Portugal, l'Espagne, et puis la France et l'Allemagne, comment ça peut marcher? Je ne pense pas que l'euro puisse durer. Le débat était pourtant animé en 91 au moment des négociations sur le traité de Maastricht. De nombreux Britanniques, bien que minoritaires, espéraient à l'époque rejoindre la zone euro. Tony Blair l'avait lui aussi envisagé. Aujourd'hui, un avocat de la monnaie unique en Grande-Bretagne, c'est une espèce en voie de disparition, selon Bénédicte Brogan, numéro 2 du Daily Telegraph, journal conservateur et eurosceptique. Il y a 10 ans, il y a même 5 ans, on pouvait toujours trouver des conservateurs qui pensaient que l'Europe était une chose très bonne et que la Grande-Bretagne devait s'avancer vers l'Europe et même se joindre à l'euro et faire partie de la monnaie unique. Tout ça, ça a disparu. Et maintenant, j'aurais des difficultés à trouver des politiciens conservateurs dans la Chambre des communes qui sont pour l'euro. Les faits économiques sont devant eux et on est très soulagé de ne pas faire partie de l'euro. Même les europhiles comme Charles Grant du Centre pour la réforme européenne font machine arrière. Je suis un enthousiaste pour l'Europe et pour l'intégration européenne, mais je crois que je me trompais en disant à mes compatriotes qu'il faut adhérer à l'euro parce qu'il y avait de grandes faiblesses dans la construction de l'euro. Le récent refus de David Cameron d'un nouveau traité européen à 27 et l'excellente santé du courant eurosceptique britannique montrent que le Royaume-Uni ne se pose même plus la question de l'adhésion à l'euro, mais plutôt celle de l'appartenance à l'UE. Certains députés conservateurs réclament un référendum. Il reste malgré tout une poignée d'irréductibles qui croient encore à la monnaie unique en Grande-Bretagne, parmi eux le député travailliste Stuart Bell. Actuellement, je défends l'euro où je peux et où il y a des gens qui m'écoutent. Et c'est difficile actuellement et ça va rester difficile. Mais je suis persuadé que l'euro va survivre, qu'il va devenir plus fort dans les années à venir. Et éventuellement, dans notre pays, on va s'y joindre. Si on continue à être anti-européen,
on va faire moins de progrès, on va faire moins de ventes en Europe, on va voir notre niveau de vie descendre, donc ça sera très triste pour les Britanniques. Un niveau de vie qui pourrait chuter plus vite encore si l'euro s'effondrait. Les Anglais, très dépendants des échanges avec la zone euro, espèrent donc tout de même, comme le confirme Charles Grant, le sauvetage de la monnaie unique. La chute de l'euro mènerait à une crise économique énorme et ça serait très mauvaise pour l'économie britannique. Alors, presque tout le monde en Angleterre, les hommes d'affaires, les hommes politiques, veulent que l'euro réussisse. Mais ce sera sans nous, insistent les Anglais. Londres, Franck Medvon, France Info. Ici en Belgique, le passage à l'euro s'est accompli sans à-coup majeur, le tout dans un climat de curiosité plutôt bienveillante. L'économiste Guy Quaden, commissaire général à l'euro avant de devenir gouverneur de la Banque nationale, a piloté pendant 6 années les milliers d'informaticiens chargés, de 1999 à 2002, d'opérer le basculement vers la monnaie unique. En Belgique, il y avait une adhésion et même un enthousiasme certain à l'idée de l'apparition d'une monnaie européenne. La grande majorité des Belges sont pro-européens. De ce point de vue, ils sont d'accord, wallons, flamands, de droite ou de gauche. D'abord, d'un point de vue technologique, ça s'est magnifiquement passé. Et en 2002, on a vu les Belges, les premiers jours, se ruer vers les machines à distribuer les billets. Et en 3 semaines de temps, alors que l'on comptait sur une période de 3 mois, la plus grande partie des billets et des pièces belges, en francs, avaient disparu et étaient remplacés par les signes monétaires européens. Ce que l'on sait, c'est le montant des francs belges qui ne sont pas revenus à la Banque centrale. Aujourd'hui, 10 ans après l'introduction des pièces et des billets, l'équivalent de 160 millions d'euros en francs belges n'était pas encore rentré. Outre le cas des collectionneurs, ces millions dorment dans les fonds de tiroirs de touristes ou de vieilles gens un peu distraites qui pourront de toute façon les échanger à la Banque nationale de Belgique sans limitation de durée. Un facteur important dans le bon accueil réservé ici à l'euro, c'est l'absence de tout nationalisme monétaire, ce que souligne Philippe Mestat, président de la Banque européenne d'investissement et ancien ministre belge des Finances. C'est clair que c'était moins difficile pour les Belges que pour les Allemands, par exemple, d'accepter de passer à l'euro. Il n'y avait pas de nationalisme monétaire, on était suffisamment réaliste pour savoir que notre souveraineté monétaire était extrêmement limitée. Le gouverneur de la Banque nationale de Belgique avait d'ailleurs une expression savoureuse. Il disait « Je ne suis indépendant que pendant les 5 minutes qui séparent le communiqué de la Bundesbank et le communiqué de la Banque nationale de Belgique. » Donc nous savions que notre souveraineté était extrêmement limitée. Et donc pour nous, l'intégration dans l'euro, l'union économique et monétaire, c'était le moyen de retrouver d'une certaine manière une souveraineté monétaire, certes partagée avec les autres, mais nous avions l'impression, nous, au contraire, qu'en entrant dans l'union monétaire, nous retrouvions une certaine forme de participation à la décision en matière de politique monétaire. Enfin, en dépit de l'impression générale, l'euro n'aura pas beaucoup contribué à l'inflation. La plupart des tarifs et prix des services publics et du privé ont répercuté les montants en francs belges en euros au centime près. Les dérapages les plus coupables auront été constatés chez les restaurateurs, les limonadiers et les coiffeurs. À Bruxelles, Quentin Dickinson, France Info. Les liasses de billets et les montants exprimés en millions de lire ont laissé place aux pièces de monnaie et aux petites sommes. Une révolution dans les porte-monnaies pas forcément appréciée, comme l'explique Roberto. Pour nous, en Italie, ça a été une mauvaise chose pour tout le monde, parce que côté prix, ça coûtait la moitié, mais les salaires n'ont pas suivi. Je pense que c'est ce qu'on vous dit partout. En Italie, le passage à l'euro a été brutal, pas de double étiquetage comme en France. Les associations de consommateurs l'avaient pourtant demandé, mais en vain. L'avantage, c'est que les Italiens se sont mis très vite à penser en euros. Aujourd'hui, plus personne ne se souvient des prix en lire. Le revers de la médaille, explique Primo Mastrantoni, secrétaire général de l'Association pour les droits des usagers et des consommateurs, la DUC, c'est que les gens ont perdu leurs repères. Quant au bar, on donnait un pourboire de 50 lire, aujourd'hui on donne 10 centimes. On a l'impression que c'est rien du tout, mais ça correspond à 200 lire. Et donc il y a eu toute une altération du marché qui a provoqué dans la durée une baisse des achats des consommateurs en premier, et puis ensuite dans le secteur du commerce et des services. Et tout ceci est un processus qui dure depuis des années. Dans le détail, les prix à la consommation n'ont pas doublé selon les données de l'Istat, l'Institut de la statistique italien, mais ont augmenté de 20% depuis 2002 avec un boom dans le domaine des transports et du logement. Et comme partout, l'euro a bon dos. Antonio Avena a 74 ans, il tient une quincaillerie de quartier à Rome depuis 1985 et au milieu de ses ampoules et de ses boîtes de clous au détail, il a vu les prix évoluer.
Ah oui, je me souviens très bien, par exemple, ce qui coûtait 5 000 lire il y a 10 ans, jusqu'à il y a peu, ça coûtait encore 2,50 €. De mon point de vue de vendeur, évidemment. En 3 ou 4 mois, ils ont ajouté 5 centimes par-ci, 5 centimes par-là, etc. De quasiment fin 2010 à aujourd'hui, sur toute l'année 2011, je pense que j'ai subi une augmentation de 30%. L'inflation réelle en 2011 a été de 3,25%. Au moment du passage à l'euro, la conversion était relativement facile. 1 € pour 1936 lire, donc presque 1 pour 2000. Les entreprises italiennes ont bénéficié de l'ouverture d'un marché européen homogène, mais à l'époque de la lire, elles profitaient des dévaluations de la monnaie pour rester compétitives, ce qu'elles ne peuvent plus faire. Aujourd'hui, le principal reproche des Italiens fait à l'euro s'adresse à l'Europe, comme le souligne Marcella, une fonctionnaire à la retraite. Je pense qu'il faut garder l'euro, mais il faudrait d'autres règles. Pas seulement une monnaie, mais des règles politiques. Parce que si c'est chacun pour soi, on n'arrivera jamais à rien, c'est clair. En Italie, la lire vit ses vraies dernières heures. Le gouvernement vient de décider qu'à partir du 1er janvier, il ne sera plus possible de convertir les bas de laine de lire en euros. Rome, Anaïs Feuga, France Info. C'est modestement que le ministre des Finances a fêté les 10 ans de l'euro en petit comité avec le chef de la Banque centrale allemande. Les acteurs de l'époque, le ministre des Finances de Gerhard Schröder par exemple, n'étaient même pas invités. C'était tout aussi modestement que l'Allemagne avait lancé, voici 10 ans, les premiers kits d'essai, des sacs en plastique contenant quelques pièces mis sur le marché le 17 décembre 2001 pour permettre aux Allemands de se familiariser avec la nouvelle monnaie. Se familiariser, ils en avaient bien besoin, notamment à l'est du pays où on était déjà passé du Mark Est au Deutschmark quelques années plus tôt. Les Allemands, assure aujourd'hui le président de la Bundesbank, ont appris à apprécier les avantages pratiques de l'euro, comme Thomas, cadre de 46 ans travaillant pour une entreprise internationale. Moi, c'est une très bonne chose. Je voyage très souvent en Europe. On peut payer partout en euros sans perdre du temps à changer la monnaie, de calculer. Pour moi, en Europe, on appartient ensemble. Je me sens très européen et je trouve ça une bonne chose. Pour moi, maintenant, avec l'euro, c'est plus transparent. Moi, je suis pas du tout adepte de la Deutsche Mark. Pas favorable à un retour au Deutschmark, en Allemagne, ils sont de moins en moins nombreux à partager l'opinion de Thomas. Selon les derniers sondages, seuls 30% des Allemands ont confiance dans la monnaie unique. 33% se disent sceptiques face à l'euro. L'euro, estime Joachim Voth, est incompatible avec le modèle de croissance allemande basé sur les exportations et l'épargne. Pour ce professeur d'économie, il faut se débarrasser au plus vite de la monnaie unique. On laisse les pays faibles dans la zone euro, les pays forts sortent de la zone euro. Ce serait une solution plus élégante que de faire sortir les pays faibles. Ce ne serait pas forcément une bonne chose pour les exportations allemandes, mais les Allemands ne pensent qu'à exporter, à épargner. Ce modèle n'est pas bon. À quoi cela nous a-t-il servi d'exporter massivement sans importer comme nous l'avons fait au cours des 20 dernières années? Ce qu'on reçoit en échange de toutes nos belles Mercedes et BMW, ce sont des morceaux de papier, de la dette américaine, maintenant de la dette des pays du sud de l'Europe, et tous ces papiers ne valent rien. Cela veut dire qu'on ne reçoit rien en échange de nos exportations. Il faut revenir au Deutschmark le plus vite possible. J'espère que quelqu'un en Allemagne a commencé à s'occuper de réimprimer des Deutschmark. À Berlin, le ministère des Finances dément régulièrement toute nouvelle rumeur de préparation d'un retour au Deutschmark. Berlin, Nathalie Versieux, France Info.